Eh bien, bonsoir, et je vous remercie, et je remercie vraiment la ville d'Herblay. Je disais, j'ai fait des conférences un peu partout en France et quelques-unes aussi dans le monde, et je crois que je n'ai jamais été aussi bien accueillie. Donc vraiment, merci infiniment à l'équipe d'Herblay qui m'a accueillie aussi gentiment et aussi, je dirais, efficacement. Enfin, la structure était formidable. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Marie-Jeanne Trouchot, et je dis que je suis une militante de l'être humain. Je suis thérapeute, et je ne dis pas que je suis psychothérapeute, mais tripothérapeute. C'est-à-dire que pour moi, tout se passe dans les émotions, et comment justement les émotions sont accueillies ou pas. Toutes mes recherches, je suis une grosse chercheuse, enfin grosse. Non, pas trop. Je cherche énormément, je travaille énormément, je suis une grande bosseuse. Et vraiment, tout mon travail va justement sur ce qui fait des fois grain de sable dans la machine à bonheur. Parce que l'être humain, c'est ma conviction la plus profonde, a envie d'être heureux. Je ne connais personne qui se lève le matin en disant « je vais tout faire pour être malheureux ». Et pourtant, moi, il m'arrive de faire des choses qui me rendent malheureuse. Et donc, j'imagine que vous aussi. Et la plupart du temps, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est parce que nous ne savons pas faire autrement. Et je crois que la communication, justement, s'apprend. La communication est un art. La communication est vraiment une possibilité d'exprimer et d'entendre d'une manière vraie, d'une manière forte, d'une manière humaine. Et on confond trop souvent la communication sans violence ou la communication non violente. Enfin, je fais une nuance, mais on y viendra tout à l'heure. On confond avec une espèce d'inefficacité, avec je suis mou. Pas du tout. La communication sans violence n'empêche pas la puissance, n'empêche pas l'intensité, n'empêche pas justement la réussite. Parce que quand je n'agresse pas l'autre, je me fais beaucoup mieux entendre. Et si j'ai des valeurs ici, là, dans les tripes, et que je sais les communiquer, et que je sais être en relation vraie avec la personne avec laquelle je suis, il y a beaucoup plus de chances de faire passer des idées et de faire progresser mes idées que si je me mets en colère, si je suis éruptive, ou si, du coup, pour ne pas penser agresser, je me tais et je me renferme, et du coup, mes idées, évidemment, n'avanceront pas. La communication sans violence permet vraiment de porter de grandes idées, de les faire aboutir, et d'être en relation, pas contre l'autre, mais avec l'autre. Ce qui change tout, et ce qui permet vraiment une autre dynamique dans la relation. C'est vraiment de la relation plus que des techniques de communication dont j'ai l'ambition de vous parler. Alors, je suis aussi très photographe. Je suis présidente d'un photoclub et je viens d'un voyage. Donc, j'ai illustré ma conférence par quelques petits clichés faits il y a 3 semaines au Kenya. Voilà, la communication sans violence, pour moi, c'est effectivement l'image de ces 2 éléphants qui jouent, mais qui sont vraiment sans aucune agressivité. Alors, je vous propose de réfléchir, comme ça, vous. Qu'est-ce qui, dans l'attitude de l'autre, est susceptible de vous énerver ? Je ne suis pas la seule à être énervée, quelquefois quand même. Hein, dites-moi que je ne suis pas la seule. Bon, qu'est-ce qui, en un mot, peut vous énerver dans l'attitude de l'autre ? Est-ce que vous avez comme ça un mot ? Par exemple. Pardon ? L'arrogance, ne pas être écouté, l'ignorance, l'incompréhension. Je répète pour que tout le monde puisse bien entendre. La mauvaise foi. Et puis, l'injustice. La répétition, ah oui. Vous aussi, moi aussi, hein, tout ça. La fermeture. Le mensonge. L'hypocrisie. Vous voyez, on est dans des notions proches, hein, la mauvaise foi, l'hypocrisie, la fermeture, la non-écoute, l'incompréhension. La critique, oui, tout à fait. Hein, effectivement, si on critique, je n'ai pas envie de communiquer avec quelqu'un qui me critique, c'est sûr. Alors évidemment,
voyez, votre liste correspond, comme par hasard, à celle que j'avais préparée. Parce que c'est répétitif, que ce soit à Herblay, à Montsartou, à Tarbes, à Saint-Lô ou au Mexique, ça sera toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que effectivement, la mauvaise foi, le jugement, le déni, l'interprétation. Là aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais je vous aurais laissé un peu plus de temps, ce serait venu. Quand on déforme notre pensée, hein, que non, j'ai pas dit ça, mais oui, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Mais oui, tu l'as dit. Ah, il y a de quoi vraiment. Le désintérêt aussi. Hein, quelqu'un, j'ai envie de dire quelque chose et je ne passe pas parce que la personne a un poulet sur le feu ou autre chose et n'écoute pas ce que j'ai à lui dire. Et pourtant, c'est important pour moi. Donc, effectivement, on verra comment aussi, à certains moments, on va, plutôt que de faire semblant d'écouter, reporter, donner un rendez-vous. Hein, j'ai vu quelque part Monsieur le maire reçoit sur rendez-vous. Donc effectivement, c'est pas la porte ouverte n'importe quand, mais au moins je me rends disponible pour pouvoir écouter la personne qui me parle. L'agressivité, hein, vous l'avez dit, quand on m'agresse, ça ne me met pas en relation. La récupération aussi, je ne sais pas si c'est clair, quand je parle de quelque chose, par exemple, toutes les jeunes femmes accouchées subissent l'accouchement de toutes leurs copines qui viennent les voir. Et elles sont là, n'est-ce pas, mesdames, elles sont là avec leur bébé, elles ont envie de parler, elles. Et puis, moi, tu sais, etc. Bon, ça, c'est un exemple, mais vous avez envie de parler de vos gamins ou de votre boulot. Moi, ça passe comme ça. Oh là là, bon. Enfin, il y en a, mais c'est les autres qui le font, c'est jamais nous. N'est-ce pas? Nous sommes tout à fait exempts de ces choses-là. Alors, évidemment, je le dis en plaisantant, mais je le dis quand même très fort, je crois que si je comprends que je ne suis pas parfaite en communication, malgré mon intention de communiquer de manière ouverte, et vraiment je l'ai, je peux, dans le même élan éthique, accepter cela de l'autre. Et lorsque l'autre m'agresse, lorsque l'autre se désintéresse de moi, lorsque l'autre me critique, lorsque l'autre m'interprète, lorsque l'autre ne me comprend pas, je peux ne pas réagir comme une tigresse là face à la personne qui ne me comprend pas et comprendre que peut-être justement elle-même est à certains moments comme moi dans une impossibilité, dans ce grain de sable là qui fait que la communication ne passe pas. Donc si j'ai envie vraiment de communiquer, je vais avoir un outil, c'est-à-dire de ne pas me mettre à le juger, mais de me mettre à me dire, mais comment je peux faire pour faire autrement? Je ne peux pas passer par là, comment je peux passer par là pour arriver à le rejoindre et que la communication s'établisse, puisque j'ai envie de communiquer avec lui ou elle, puisque l'autre, a priori, c'est peut-être pas son moment, mais je peux aussi le respecter, ou il a peut-être une raison qui fait que je peux aussi le respecter, mais comment je vais faire tout de même, puisque c'est important pour moi, comment je vais pas lâcher le morceau, mais sans rentrer en guerre contre lui, mais trouver une autre manière. Alors, communiquer pour moi est un art, et comme tout art, ça demande évidemment une disposition, une envie. Ça demande des connaissances, des techniques, et ça demande un entraînement. Et je crois que vraiment la communication sans violence, mon livre est plein d'exercices, et tous les gens qui l'ont lu me disent mais c'est un outil. Il faut vraiment pratiquer, et faire des gammes, et finalement, ensuite ça devient beaucoup plus naturel. Ça n'a pas été naturel pour moi, je vous assure, ça a été le fruit de beaucoup de travail, parce que j'ai d'abord été pendant 30 ans, non 25 seulement, je mens. J'ai été formatrice en relations humaines pour des travailleurs sociaux, donc j'ai beaucoup appris aussi pendant mon temps de formation où, soi-disant, j'étais la formatrice, mais j'apprenais énormément avec tout ce que ces gens-là me disaient. Donc pourquoi est-il si difficile de communiquer sans violence? Et je rajoute, surtout avec nos proches. Vous avez remarqué que c'est avec les gens qu'on aime le plus, avec les gens qui sont le plus proches de nous, que c'est parfois le plus difficile. Parce que tant qu'il s'agit d'une communication intellectuelle, bon, tant qu'on est sur le plan des idées, bon, mais à partir du moment où ça atteint ici
les émotions, les tripes, l'attachement, l'intérêt, vous voyez, je t'aime, tu m'aimes ou tu m'aimes plus, etc. Alors là, il n'y a plus de raison du tout et c'est très difficile de conserver la qualité de communication et c'est pourtant là que c'est le plus intéressant d'utiliser les outils adaptés de façon à ne pas perdre les relations qui sont si importantes pour nous. Alors, dans mon livre, je prends toujours 3 cas de figure. Le cas du travail, hein, au boulot, comment ça peut se passer. Les situations d'éducation avec les enfants, et parfois c'est compliqué. Et puis, les situations de couple. Parce que s'il y a bien un lieu où il peut se passer des difficultés, alors que quand on se marie ou quand on se met en couple, on a tellement envie que ça dure toute la vie, que ça va être merveilleux, que ce sera toujours formidable et tout. On s'aime, on a plein de projets merveilleux. Et pourtant, il y a un lieu où beaucoup de difficultés de communication arrivent, c'est le couple, et c'est tellement dommage. Alors qu'il y a des outils qui sont tout simples et qui pourraient vraiment permettre de pratiquer une communication saine. Mon petit-fils, qui habite un petit peu plus au nord d'ici, me téléphonait l'autre jour en me disant « Grand-mère, ma copine, c'est embêtant, parce que quand même, elle me... » Et je lui dis « Mais mon chéri, tu sais, tu t'y prends comme ça, et puis ça va mieux marcher. » Il m'a rappelé 8 jours plus tard en me disant « Ça marche, grand-mère, ça marche mieux. » Donc, je crois que ce sont des outils qui fonctionnent. Non seulement je crois, mais j'en suis sûre. Donc, je commençais par passer en revue ce qui fait difficulté dans la communication. Alors, d'abord, les différences de point de vue. J'illustre ça par ce petit croquis qui a été fait par un de mes amis. Vous voyez, à l'intérieur de cette pomme offerte par cette jeune femme à quelqu'un qu'elle aime, il y a un petit verre, mais elle ne l'a pas vu. Et donc, elle l'offre vraiment avec beaucoup de sincérité. Et l'autre, qui ne voit que le verre, se dit, mais elle m'en veut, elle se fout de moi, qu'est-ce qui se passe, etc. Il est donc dans quelque chose qui va être tout de suite choqué, parce que elle, dans ce qu'elle a fait, elle n'y mettait aucune mauvaise intention, elle n'avait pas vu le verre qu'il y avait dans le fruit, mais lui ne voit que ça, et donc ne voit plus l'intention. Donc une différence de point de vue peut créer une difficulté de communication importante, parce que du coup, on peut attribuer une mauvaise intention au lieu de simplement repérer que c'est une différence de point de vue. Si par exemple, je vous montre... Et puis, je les mets là au milieu, et je dis, qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, il est probable que la partie qui est ici va dire la communication sans violence, et la partie qui est ici va dire, comment il s'appelle mon livre? Votre enfant, votre adolescent, les violences et l'école. Et donc, qui a raison? Les deux. Mais vous voyez, simplement, la différence de point de vue peut faire qu'on va affirmer, non, c'est ça que tu nous montres. Alors que l'autre dit, mais non, mais t'es stupide, enfin, c'est ça qu'elle nous montre. Et c'est simplement une différence de point de vue et pas une réelle différence d'intention, quoi. Hein? Donc ça, une première difficulté de communication. Une deuxième difficulté de communication, les opinions et les jugements. Alors là, il y a une petite anecdote qui est très très drôle. Au moment du débarquement, vous savez, du 6 juin, là, avant, les aviateurs américains étaient en Angleterre pour attendre les ordres du D-Day et de débarquer. Et donc, imaginons de jeunes aviateurs américains, de jeunes et beaux aviateurs américains. Il y avait des petites jeunes femmes anglaises qui étaient là. Et ça a duré un certain moment. Et on s'est rendu compte, au bout d'un certain temps, que les aviateurs américains traitaient les jeunes anglaises d'obsédées sexuelles, pendant que les jeunes anglaises traitaient les aviateurs américains d'obsédés sexuels. Pourquoi? On a fait une étude. Dans l'Amérique, qui était assez puritaine, on ne touchait pas, on n'embrassait pas, c'était très très puritain à l'époque. Alors qu'en Europe, on accordait facilement un bisou.
Tout ce qui était, comme on disait, au-dessus de la taille, ça pouvait aller. Mais après, c'était autre chose. Donc, ce qui se passait, c'est que les Américains, évidemment, essayaient. Les jeunes Anglaises accordaient un bisou, mais ne s'attendaient pas à aller plus loin. Mais les Américains, quand on leur avait accordé un bisou, c'est que le lit, c'était bon. Donc, mutuellement, ils se traitaient d'obsédés sexuels simplement parce qu'il y avait une différence de cadre de référence, c'est-à-dire d'éducation, mais pas du tout quelque chose qui était dans la réalité. Ni les uns ni les autres n'étaient obsédés. C'était simplement une différence d'éducation. Et cet exemple-là pourrait être multiplié et redit à des tas d'exemplaires, quoi. Notre éducation, par exemple, dans telle famille, on parle fort, on se touche, vous voyez, moi je suis du Midi, donc on va un touche-touche, machin, etc. Et puis dans telle autre famille, on parle posément. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des sentiments aussi forts, mais ça veut dire que dans la manière de les exprimer, il peut y avoir, vous voyez, quelqu'un qui va faire la bise, sauter, toucher, tout, et l'autre va en être gêné. Est-ce qu'il y a une position qui est légitime ou bonne ou normale et une autre qui ne le serait pas? C'est simplement des différences qui vont se transformer en difficultés, donc d'éducation qui vont se transformer en difficultés de communication et de relation. Donc le tout, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de mauvaise intention à la base, mais simplement des différences. Alors à propos je vous ai dit que je vous porterai un peu des photos. Ici, que voyez-vous? Quel effet ça vous fait, cette photo? Je suis sûre que parmi vous, il y a différents points de vue, différentes opinions. Est-ce que c'est une photo belle? Est-ce que c'est une photo sauvage? Est-ce que c'est une photo odieuse? Est-ce que c'est une photo exaltante? Est-ce que... Voilà. Et moi qui l'ai prise il y a 15 jours, comment vous me traitez? Qu'est-ce que vous pensez de moi qui ai pris cette photo? Vous voyez, tout ça va mettre des a priori sur la relation, parce que certaines personnes vont penser que c'est une photo, vont regarder par exemple la technique du photographe. Je suis bonne. Il y a d'autres personnes qui vont regarder la cruauté de l'acte, hein, de ce topi qui est en train de se faire agresser par ces deux guépards, et qui en est mort d'ailleurs. Vous voyez, comment on va regarder un élément, et à partir de cet élément, qu'est-ce que notre esprit va en faire à partir de nos émotions, à partir de nos cadres de référence, à partir de notre passé, à partir de tout ce qui nous a habité, de toutes nos habitudes, etc. Qu'est-ce qui va se mettre en jeu tout de suite en nous à partir d'un élément donné? Eh bien là, je suis sûre que parmi toutes les personnes qui sont là, il y a autant de pensées différentes, autant de sentiments différents chez chacun. Et le danger, c'est quand on dit « je pense ça, je ressens ça, donc les autres doivent penser comme moi ». On va pas plus loin, là? Ou on en parle un peu? Ça vous va? Oui? Bon. Alors, il y a aussi les intérêts différents. Par exemple, dans une structure professionnelle, tout le monde veut prendre les congés au même moment. Alors là, il va y avoir une lutte d'intérêts. Et qui va, entre guillemets, gagner? Mais qui est légitime plus que l'autre? Chacun a sa bonne foi, sa bonne volonté, ses bonnes raisons, sa légitimité de défendre son propre point de vue. Si, pour mon intérêt, j'accuse l'autre de mauvaise foi, ça va créer des complications. Alors que, je vous assure que lorsqu'on rentre dans la communication sans violence, vraiment, vraiment, la mauvaise foi est rarissime chez l'autre. Chez moi aussi, bien sûr. Je suis de mauvaise foi seulement lorsque je ne peux pas faire autrement.
mais je l'avoue. Mais vous savez, la mauvaise foi n'est pas vraiment distribuée. J'entends souvent, moi qui suis thérapeute, j'entends souvent des gens qui me disent « mais il est pervers, elle est perverse, etc. » Non, elle est souvent pas d'accord avec moi, tout simplement. Hein. Et c'est facile d'accuser l'autre de perversité. Le pervers existe. Si vous voulez, à l'instant, je vous fais une conférence de 4 heures sur la perversité. Ça a été mon sujet d'étude, le sujet de mon mémoire. Donc la perversité, je connais bien. Il y a peu de pervers, vraiment. Le pervers, c'est quelque chose de très spécifique. Mais on peut, vous voyez, quand on se sent incompris, imaginez que l'autre est vraiment tordu et de mauvaise foi, etc. Et quand il vient heurter mes intérêts, c'est très facile de lui mettre une étiquette sur le front de tordu, de pervers, de manipulateur, enfin j'en passe, et des meilleurs. Donc là, vous voyez, ici, il y en a deux qui vont se disputer, pourtant c'est la même chose hein, qu'ils voient, mais ils ont vraiment quelque chose qui est bloqué. C'est Z, non c'est N, non 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 c'est Z, non c'est N. Et hop, on y va et on s'en va dans des... Alors il y a aussi les luttes de pouvoir et la loi du plus fort. Pourquoi se bat-on? Ici, c'est deux mâles qui se battent pour une femelle, mais le pouvoir peut être vraiment là l'occasion justement de manipulation. Lorsque il y a vraiment quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre, lorsqu'il y a abus de pouvoir, là c'est tout à fait différent. Et je dirais que c'est presque le seul cas où je ne prendrai pas la communication, les techniques de communication sans violence classiques, mais une technique que j'appellerais la communication blanche. C'est-à-dire que je vais rester dans le truc très, 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 très neutre. Je ne vais pas essayer d'entrer en communication. Vis-à-vis de quelqu'un qui veut vraiment prendre le pouvoir, je vais le plus possible laisser glisser, mais renoncer à la communication. Parce qu'il y a des relations qui sont impossible. Et lorsque vous êtes plein de bonne foi, plein d'envie, plein de « mais enfin, mais tu vois bien, mais regarde, mais je te donne des arguments, etc. » vous restez sous la coupe de celui qui vous attaque. Donc, ce n'est pas la peine de contre-argumenter, ce n'est pas la peine de vous défendre, c'est vraiment le moment, comme je dis, je me barre, je me casse, je me tire, je m'en vais de cette communication, parce que cette communication, elle est piégeuse. Mais c'est rare. Hein. Les luttes de pouvoir sont rares. Mais à ce moment-là, communication blanche. Dans la communication, quelque chose... Alors ça a été l'objet de mon tout premier livre qui s'appelait « Et l'émotion se fait chair », C-H-A-I-R. On pense que l'on communique intelligemment. Que nenni. La plupart du temps, ce n'est pas, si vous voulez, d'intelligence à intelligence que nous communiquons. La plupart du temps, c'est tout ce qui se passe dans le vécu, dans les émotions, dans tout ce qui nous a fait plaisir, dans les expériences de souffrance, dans les expériences de difficulté, dans les expériences, vous voyez, tout ça se joue. Et alors, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que l'on voit comment fonctionne le cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux qui ont été initiés par Antonio Damasio. Vous avez des gens comme Jacques Fradin, comme beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui ont vraiment, grâce aux IRM, on voit le cerveau fonctionner. Et on voit que le cerveau a des territoires différents, dédiés à des fonctions différentes. Il y a... là-bas derrière, vraiment le cerveau reptilien que le moindre crocodile a, le plus petit lézard, un cerveau reptilien. Et ce cerveau est le cerveau de la survie, le cerveau de la réaction, le cerveau, vous voyez, le plus primitif. Un petit peu au-dessus, chez les grands primates, par exemple, chez les singes, etc., il y a le cerveau limbique, qui est celui des émotions. Et on voit des fois les yeux des singes qui montrent des émotions. Hein, les chiens, etc., on voit des émotions. Mais c'est pas encore le cerveau ici, qui est le cortex, et notamment le cortex préfrontal, qui lui va nous permettre de réfléchir. Ici réflexe, ici réflexion.
entre deux, le cerveau des émotions. Et donc, quelquefois, je ne peux plus réfléchir tant je suis activée ici sur quelque chose que je vis comme une survie, comme quelque chose qui est vraiment dans le réflexe. Et c'est là que des exercices de communication sans violence vont nous permettre de ramener ici de la réflexion et de la stratégie sur comment je vais m'y prendre pour réussir cette communication qui me tient tant à cœur que je m'énerve. Donc, comment je vais pouvoir, grâce à un outil adapté, pouvoir obtenir cette communication sans partir dans du grand n'importe quoi qui va rompre la relation et qui ne sera pas efficace. Alors, je vais vous dire un mot très rapide sur les émotions, parce que c'est pas vraiment seulement l'objet, il faudra arriver aussi aux techniques de communication sans violence. Mais les émotions, grosso modo, fonctionnent... comment je vais faire pour aller vite? Allez. Grosso modo, on va identifier 6 émotions, mais je vais parler de 4. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Ces émotions, les 4, sont des émotions positives. Il arrive qu'on me dise, comment, la colère est positive? Un peu, oui, que c'est positif. Imaginez une société sans colère. Imaginez que vous soyez sans colère. On vous écraserait, vous voyez? S'il n'y avait pas une révolte, vous savez, le indignez-vous de Stéphane Hessel, s'il n'y avait pas même en ce moment en France ce qui se passe sur le plan de la colère, de quelque chose qui est légitime, mais ce serait pas normal. Donc la colère aussi est une émotion très positive. La peur est une émotion positive. Imaginez un monde sans peur, on ne se protégerait pas. Le courageux n'est pas celui qui n'a pas peur. Le courageux est celui qui va s'organiser en fonction de la peur et définir une stratégie. Donc, la joie, évidemment, est une émotion positive et la tristesse aussi. Quand on perd quelque chose à quoi l'on tient, où l'on tenait, quand on perd un être cher, etc., la tristesse est naturelle, c'est une émotion tout à fait positive. Lorsque les émotions des enfants ont été bafouées, c'est-à-dire... Je donne un exemple que je donne souvent en conférence. J'ai une des dames dont je m'occupe, je ne dis pas à mes patients, j'aime pas ça. Son arrière-grand-mère, lorsqu'elle était petite fille, à 12 ans, ça se passait à la campagne, c'était le jour de sa communion solennelle, et la mère donc avait mis des chaussures à talons pour aller à la cérémonie, donc gens de la campagne. Et la petite fille rentre là, elle voit les chaussures à talons, 12 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met les chaussures, elle se met à danser. Et à ce moment-là, son père rentre dans la chambre et lui dit, mot pour mot, excusez le vocabulaire, mais c'est celui qu'il a employé, « Regarde, tu ressembles à une pute, va prier. » Qu'est-ce que cette petite fille peut faire de sa joie? Comment désormais elle va se retrouver toujours en faute quand elle est en joie? Et comment va s'installer en elle la honte de la joie? Et donc, la femme qui vient chez moi 2 générations après, il y a toujours un déficit de joie important. La joie, c'est pas bon, la joie. Vous voyez, ça s'est transmis dans cette famille comme si la joie n'était pas permise. Donc la joie peut être aussi critiquée et la tristesse peut être critiquée. Alors c'est assez étrange, mais chez les filles, c'est plutôt la colère et la joie qui sont critiquées. Chez les garçons, c'est plutôt la peur et la tristesse. T'es un homme, tu pleures pas. Et t'es un homme, t'es courageux. Et chez les filles, tu vas pas te révolter, sois bien sage et bien élevé, bien sage, comme une image. Et tu vas pas faire la bécasse à rire comme une idiote. Vous voyez, c'est plutôt ça. Ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, mais c'est plutôt comme ça. Ce qui fait que des enfants qui ont été traités comme ça, soit leurs émotions vont fonctionner en hypo, c'est-à-dire qu'elles vont être bloquées. Il n'y aura plus, comme un puits à sec. Soit au contraire, ça va être en hyper, donc au lieu d'être dans la peur saine, ils vont être dans l'angoisse ou dans la terreur, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas maîtrisable.
au lieu d'être dans la joie, ils vont être dans une espèce de quelque chose. Hein. Au lieu d'être dans la tristesse, ils vont être dans l'accablement, dans l'effondrement, dans quelque chose qui n'est pas une tristesse vécue naturellement. Et puis j'en ai oublié une autre. Au lieu d'être dans la colère saine qui peut dire « je ne veux pas, je n'accepte pas ça », ça c'est une colère très saine, et qui vont être justement dans l'irascibilité. « Ouais, tu m'as fait... » Et à ce moment-là, on va leur dire « t'es hystérique !» Ils sont réactifs au manque d'accueil de leurs émotions qu'ils ont vécues dans leur jeune âge. Donc les émotions, lorsqu'elles ont été endommagées, endommagent énormément la communication et la relation. Et c'est pour ça que je pense que c'est énormément utile de soigner les émotions de chacun, de prendre soin des émotions des enfants et vraiment de réparer les émotions lorsqu'elles ont été endommagées, abîmées par des critiques, par des non-acceptations, etc. Parce que les émotions ne nous permettent plus d'être dans l'intelligence, mais nous ramènent là. Hein, c'est Christelle Petit-Colin qui a écrit un livre qui s'appelle Calmez votre crocodile. Le crocodile, le cerveau reptilien, celui qui attaque, qui ne réfléchit pas et qui n'est absolument pas intelligent, mais qui est dans la survie pour le n'importe quoi. Personne ne l'attaque, mais il sort. Voilà. Ou alors, le crocodile peut aussi s'enterrer et ne plus bouger. Donc voilà hein, un petit dessin pour illustrer ces émotions. Alors les émotions imprègnent la communication, c'est ce que je viens de vous dire. C'est encore ce que je viens de vous dire. Alors voilà hein, deux personnages qui essayent d'être en communication, mais l'un a un cadre de référence qui est, hein, pour résumer, pour synthétiser tout ce qu'on vient de dire, fait de ses apprentissages, de ses capacités, de ses émotions, de ses souvenirs, de ses expériences. Et l'autre a aussi son cadre de référence, fabriqué avec les mêmes éléments, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que selon les expériences de chacun, évidemment, hein, pour l'un, par exemple, la montagne, c'est un bonheur, et pour l'autre, ça fait peur. Comme je vous disais tout à l'heure, les animaux en train de se manger, là, pour les uns, ça peut être une belle image, pour les autres, ça peut être de la sauvagerie. Selon notre sensibilité, par exemple, à l'animal, selon notre sensibilité à n'importe quoi, à la joie du voyage ou aux critiques du voyage, comment ça dépense tant de carburant pour aller jusqu'au Kenya, etc. Vous voyez, plein de choses peuvent se mettre en place dans la tête qui vont faire que l'image, je ne vais pas la voir de la même manière que chacun. Donc, difficulté, évidemment, a priori de communication, c'est très très rare, voire impossible, d'avoir exactement le même cadre de référence que l'autre. Alors, vous imaginez bien les difficultés que ça crée. Donc, on a bien dit que la communication sans violence servait à défendre ses idées. La communication sans violence sert à être efficace, à vraiment porter des valeurs. Mais, si vous voulez être entendu, la première chose, c'est d'écouter. Madame disait, moi, hein, ce qui m'énerve, c'est quand je ne suis pas écoutée. Monsieur le maire disait, c'est quand je ne suis pas compris. Je ne sais plus qui disait, c'est quand il y a fermeture. Donc effectivement, si vous voulez être écouté, d'abord, numéro 1 dans la communication, premièrement, écoutez. Intéressez-vous, je dis vraiment, j'ai surligné ce sincèrement à ce que dit votre interlocuteur. Bien avant de penser sur ce que vous dit votre interlocuteur, essayez vraiment de vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Mais qu'est-ce qui est important pour lui dans ce qu'il est en train de me dire? Pourquoi il me dit ça? Mais pas d'interpréter à partir de mon petit vélo là dans la tête, il me dit ça parce que tiens, ça c'est ma mayonnaise. Je vais essayer de demander des précisions. Ce que tu veux dire, c'est que ce qui est important pour toi, c'est que ce que vous aimeriez me faire comprendre, c'est que
C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent déjà, ce sont les techniques de reformulation. C'est-à-dire que je vais vérifier que j'ai bien compris ce que l'autre veut me dire, que j'ai bien compris son intention. En formation, j'ai été formatrice pendant 25 ans, je vous l'ai dit, cette fois-ci, j'ai pas triché. Je faisais un exercice toujours, par exemple, qui va défendre la corrida et qui va défendre l'anti-corrida. Mais si je n'écoute pas les arguments de l'autre, je vais partir avec mes arguments qui ne répondront pas à ses arguments. Et donc, il va y avoir une espèce de double monologue dans la pièce. Chacun va parler en parlant de plus en plus fort, mais ne parle pas à l'autre. Il se parle à lui pour se prouver davantage les choses. Mais en criant davantage, et moi, plus on me crie dessus, plus je me retire. Mais si je crie, l'autre se retire. Donc effectivement, qu'est-ce que tu veux dire quand tu défends la corrida ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qui est pour toi important quand tu défends que la corrida est une monstruosité ? Pour toi, ça se passe comment ? Qu'est-ce qui est important pour toi dans la corrida ? Ou qu'est-ce qui est important pour toi dans la défense, dans l'interdiction de la corrida ? Je vais m'intéresser à la posture, à la position de l'autre et à l'opinion de l'autre. Et ensuite, je pourrai poser mon opinion en disant, ben, tu vois, toi, tu penses ça et ça et ça, et moi, je pense ça et ça et ça. Et il est très probable qu'on peut trouver des passerelles, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut comprendre qu'on n'est pas inhumain dans un cas ou dans l'autre, et qu'il y a des postures différentes qui sont admissibles parce que l'homme est différent. Après, je peux continuer à œuvrer dans une association qui va être contre la corrida ou qui va être pour la corrida. Ça, c'est un autre problème. Mais au moins, j'aurais pu échanger vraiment de manière posée sur tous les aspects politiques, culturels, de société, etc. Je peux parler de tout avec tout le monde à partir du moment où je ne le prends pas pour un abruti de penser ce qu'il pense. J'en attends autant de lui, mais à moi de ne pas me montrer d'une manière excessive. De cette façon-là, je vais pouvoir être beaucoup mieux entendu. Inutile de crier. L'autre s'évade pour ne pas se sentir agressé. Bien entendu, moi, j'ai pas envie qu'on me crie dessus, donc soit je me désintéresse, soit et voilà. Soit l'autre va me répondre sur le même ton pour se défendre, et donc de toute façon, ce sont deux manières de ne pas entrer en relation, de ne pas entrer en communication. C'est l'escalade. L'empathie. L'empathie, j'imagine que c'est un mot dont plusieurs d'entre vous ont entendu parler. J'aime bien définir l'empathie en opposition avec la sympathie et l'antipathie. La sympathie, je vibre avec l'autre, je suis avec l'autre. L'antipathie, l'autre je refuse, mais je suis très très loin de l'autre et je veux pas. J'ai été pendant 15 ans écoutante à SOS Amitié. Et j'ai pu, dans ces circonstances-là, entendre des choses vraiment terribles à entendre. Et apprendre l'empathie. Lorsqu'une femme me téléphone, il y a 30 ans de ça, mais j'ai encore ça dans les oreilles. Elle me disait, Madame, je bats ma fille, je ne peux pas m'empêcher, je la bats. Vous imaginez ce que ça m'a fait, moi, ici. Et il a fallu que je me dise, et je l'avais appris, parce qu'on était quand même une formation qui était solide, il a fallu que j'éloigne ce que je ressentais, que je me dise, ben ça, c'est à moi, ça m'appartient, et que je lui dise, Madame, vous appelez à SOS Amitié pour dire ça, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est-à-dire que je me suis intéressée à ce qu'elle me disait, et elle m'a dit, mais je souhaiterais m'arrêter, mais c'est plus fort que moi. Mais je voudrais trouver une manière de m'arrêter. Je sais que c'est pas bon.
Si je lui avais dit, mais enfin, comment, madame, vous battez votre fille, mais c'est odieux, elle raccrochait et puis c'était fini. Je ne pouvais plus aider ni la dame, ni sa fille. C'était fini, la situation était coupée. Donc si on veut rester en relation, l'empathie, c'est comprendre ce que l'autre dit du point de vue de l'autre, sans y adhérer, mais sans le réfuter, vous voyez, sans le repousser. C'est vraiment dire, attendez, vous me dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est important pour vous? Sinon, il y a vraiment des gens que je ne pourrai jamais entendre. Mais si je ne peux pas les entendre, ils vont se retrouver encore plus isolés, ils vont se retrouver encore plus enfermés, et ça va les emmener à la violence. Puisque, si on a du temps tout à l'heure, on a du temps? Oui, ça va. Alors je vais vous parler d'une expérience que je trouve fabuleusement intéressante. C'est l'expérience qu'a faite Henri Laborit avec ses rats. Henri Laborit, vous avez peut-être entendu parler de lui avec Mon oncle d'Amérique. Et puis, c'est un chercheur, c'est un neurologue qui a vécu dans les années... Enfin, ses travaux ont été dans les années 50, 60, 70. Ça a été le gros de ses travaux, un Français. Et il a fait des expériences sur des rats. Donc, il a pris une espèce d'aquarium. Il a mis une paroi séparant deux territoires dans l'aquarium. Et cette paroi était ouverte par une petite porte. La partie ici pouvait être électrifiée. La partie ici n'était pas électrifiable. Donc, il met un rat avec un bout de gruyère. Donc, le rat va manger son gruyère, naturellement. Et puis, tout d'un coup, il met une sonnette, il met un flash, et 4 secondes après, il balance un petit peu d'électricité sur cette partie-là. Évidemment, le rat est surpris, est châtié, c'est très désagréable pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne et puis il trouve la porte et il voit qu'il est en sécurité dans l'autre partie. Donc, on soumet ce rat plusieurs fois à la même expérience. Au bout de 2 fois, le rat, il a tout compris, parce qu'il aime le gruyère, donc il continue à aller manger. Hein. Mais quand il voit le flash et quand il entend la sonnette, hop, il va se réfugier. Il est tranquille, pépère. On lui fait des analyses de sang, etc. Son métabolisme va très bien. Il est parfait. Au bout d'un moment, Laborit ferme la porte de communication. Donc le rat voit le flash, entend la sonnette, mais n'a pas de porte de sortie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui lui arrive? Il sait qu'il va recevoir 4 secondes après cette décharge électrique. Et alors, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet. Vous tapez Laborit, expérience, rat, etc. Vous voyez les photos. Vous avez le rat qui est comme ça, pendant les 4 secondes avant. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est avant de recevoir la décharge électrique. Donc, il est absolument dans l'inhibition et dans l'obligation. Il est coincé, il est obligé d'être châtié. Et à ce moment-là, il est complètement inhibé. Si on fait des analyses de sang à ce malheureux rat, tout va mal. Il a des triglycérides, il a une hypertension, il a toutes les maladies, toutes les sales maladies qu'on peut avoir, mais lui aussi, il les a. Hein. Alors, Laborit continue l'expérience. Cette fois-ci, il va mettre un deuxième rat, naïf, à côté du premier. Et lorsque il y a le flash et la sonnette, le premier rat, sachant ce qui va se passer, se jette sur le deuxième et l'agresse. Et le mort est vraiment... Là aussi, vous avez des photos qui sont tout à fait parlantes. Moyennant quoi, ce rat continuait à aller bien. Et c'est là qu'on comprend pourquoi la violence est une réponse de survie pour ne pas être coincé. Parce que soit on va être inhibé, s'enfermer, devenir inexistant. Et vous voyez, je fais beaucoup d'études aussi sur le suicide, etc. C'est une attitude de repli qui peut conduire vraiment à des actes désespérés. Parce que je n'ai pas de porte de sortie. Soit je peux entrer dans la violence pour continuer d'exister et pour continuer à aller bien. Et je crois que cette expérience est vraiment fondatrice.
elle nous permet de comprendre à quel point il est toujours important, fondamental, de laisser une porte de sortie à l'autre dans la communication. Sinon, il est condamné à m'agresser pour continuer à aller bien. Sinon, c'est le drame. Donc, évidemment, ça n'excuse pas la violence, mais ça l'explique. Et quand on explique un phénomène, du coup, on peut agir sur ce phénomène. Autrement, on le subit aussi. Donc, je ne dis pas que le respect est pour être gentil. Je dis que le respect est pour être humain. C'est pas du tout la même chose. Juste humain, être humain, c'est tout. Mais pas gentil. C'est pour être efficace. Alors ça, je vous l'ai dit. Alors, ce qui veut dire que lorsque je vais rentrer en relation, je vais essayer de rentrer en relation de manière positive. Je vais donc évidemment commencer par faire confiance à l'autre. Je vais me rendre complètement disponible. C'est-à-dire que si je ne peux pas tout de suite écouter mon enfant, mon conjoint, mon collègue, mon supérieur, etc., je donne rendez-vous. C'est Isabelle Filiosa qui dit, regardez, les enfants, souvent, sont là. Maman, 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 attends, j'ai pas le temps. Maman, 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 j'ai quelque chose à te dire. Attends, je fais la vaisselle. Maman, maman, maman. Attends, papa, papa, attends, je suis au téléphone. Que le téléphone sonne, maman va laisser tomber la vaisselle, elle va aller prendre le téléphone et elle va discuter 1 heure avec sa copine. C'est vrai, hein, ça. Qu'est-ce que pense l'enfant ? L'enfant, il pense qu'il est beaucoup moins important que la copine. Et donc, finalement, je crois que c'est important de se rendre disponible pour un temps, mais disponible. Je suis là pour toi dans ce moment-là. Je ne suis pas là avec dans l'idée que j'ai ailleurs autre chose, etc. Je suis là. Et je dis souvent quand les parents viennent m'emmener leur enfant difficile en disant il est pas gentil, il marche pas à l'école, il est effronté, il répond, etc. Je leur propose vraiment de dire mais invitez votre enfant au restaurant. Au restaurant parce que comme ça, comme il mange, il s'en va pas. Sur les ados, il faut que ça mange quand même. Donc, voyez, comme ça vous êtes face à lui. Et puis pendant ce temps-là, vous êtes avec lui, vous éteignez votre téléphone portable, lui il va continuer avec son téléphone portable. C'est pas grave, on lui fait pas de reproches. Mais au bout d'un moment, quand il va voir que vous êtes là, vraiment, et je vous assure que ça marche, au bout d'un moment, il est tellement heureux d'avoir enfin une possibilité de parler que là, il va arrêter avec son téléphone portable. Vous savez, je vous dis, je fais des conférences sur le suicide des adolescents. Tous les adolescents, j'ai fait beaucoup d'études aussi là-dessus, tous les adolescents qui ont fait des tentatives de suicide, tous, 100% disent « mes parents ne m'écoutent pas ». Et tous les parents de ces adolescents disent « notre enfant ne nous parle pas ». Alors pourquoi ? Puisque les ados ont envie de parler, puisqu'ils disent « on ne m'écoute pas », et les parents ont envie qu'ils leur parlent. Sauf que, dans ces cas-là, les parents veulent bien que l'ado parle à condition qu'ils disent ce qui va leur convenir. Et dès que l'adolescent dit quelque chose que le parent ne comprend pas, il dit « mais tu n'y penses pas, mais d'ailleurs ceci, mais enfin c'est pas possible, mais tu n'y penses pas, mais commence d'abord par travailler. » Donc on va opposer des « oui mais » avant même que l'adolescent ait fini d'exprimer ses pensées, et du coup, l'adolescent se renferme, et ne parle plus, puisqu'il sait que c'est inutile. Je vous donne cet exemple des adolescents, mais est-ce que ça ne se passe pas aussi entre adultes, ça ? Est-ce que vous n'avez pas eu, souvent, des gens, vous n'avez pas eu la possibilité de finir votre phrase, on vous a dit « oui mais » ou « non mais ». Et donc, ça réduit votre pensée à zéro. Ça vous balaye votre existence même dans la relation. Le oui mais et le non mais sont vraiment à bannir. C'est ah bon ?
Ah bon, je n'avais pas pensé les choses comme ça, explique-moi. Je n'ai pas tout à fait compris. Tu veux dire que c'est-à-dire que je vais m'intéresser à la pensée de l'autre très sincèrement pour essayer de vraiment comprendre. Je vais rester disponible. Mais ce qui est important, c'est que dans cette disponibilité que j'offre à l'autre, je reste attentif à moi aussi. C'est-à-dire que là, en moi, qu'est-ce que ça me fait ? Parce que ce que je ressens est légitime. Si ce que l'on me dit me met en colère, c'est légitime, puisque je ne vais pas dire je ne suis pas en colère si j'éprouve de la colère. Si ce que l'on me dit me fait peur, c'est légitime. Vous voyez ? Et par exemple, des travailleurs sociaux, je travaille en supervision avec une équipe de travailleurs sociaux qui s'occupent de jeunes qui ont déjà eu maille à partir avec la justice, etc. Je disais dans cette supervision, je dis mais Isabelle, mais dis à ce jeune que tu es en colère pour lui, pas contre lui. Que quand tu entends faire toutes ces bêtises, mais tu es en colère parce que tu vois qu'ils peuvent mieux que ça. Tu es en colère pour lui, pas contre lui. Voyez ? Et ça, pouvoir parler de notre émotion dans la relation, c'est très positif, à condition que ce ne soit pas une émotion contre l'autre, mais une émotion qui m'appartient et que je propose à l'autre pour rentrer en relation, pas pour jeter la relation. Voyez ? Je ne veux pas transformer l'autre. Je manifeste ce que je ressens, mais d'abord en ayant vraiment entendu ce que l'autre voulait me dire. Je dis aussi qu'il s'agit de ne pas vouloir convaincre. Dans convaincre, il y a deux vilains mots. Et je propose de ne pas chercher à prouver que l'autre a tort. Vous savez, cette magnifique expression, je vais lui mettre son nez dans sa caca. C'est beau, hein ? Plus il y en a de la caca, moins il veut reconnaître. Hein. Moi, je sais que si des fois, je sais que j'ai un peu triché ou quoi, hein, je sais, je suis humaine, des fois ça m'arrive. Si on veut me mettre mon nez dedans, je vais devenir... Je veux pas. Je ne veux pas. Vous non plus, j'imagine. Et vous êtes toujours parfait ? Vous êtes toujours idéalement juste et honnête, etc. On est très honnêtes les uns et les autres, mais 100% peut-être... vous voyez, on fait ce qu'on peut quand même dans la vie aussi. Donc si on veut nous prouver qu'on a tort, on va devenir encore plus de mauvaise foi. Et je crois que c'est important de toujours laisser cette porte de sortie honorable, comme la porte du rat de Laborite, de façon que on puisse, vous voyez, l'important c'est pas de prouver qu'on a raison et que l'autre a tort. L'important c'est de pouvoir construire une relation et de pouvoir faire avancer les choses et d'être en vraie communication. Donc on va abandonner ces idées de prouver à l'autre qu'il a tort. Et donc pour ça, eh bien, je vais chercher des solutions réalistes. Et on verra un petit peu plus tard des solutions qui vont préserver ce que j'appelle la zone d'accord prévisible. C'est-à-dire que quand je propose cette solution-là, c'est pas une solution qui va m'arranger et puis toi, je m'en fous. Non, c'est une relation où, tu vois, moi, je vais gagner ça. Toi, si tu es pas perdant non plus, est-ce que ça peut marcher comme ça ? Vous voyez, je vais essayer de négocier d'une manière où je n'ai pas tous les avantages et où je ne vais pas prendre le pouvoir sur l'autre, mais simplement trouver des solutions de façon à trouver des solutions. Alors, une autre notion dont je voulais vous parler, ça va, c'est pas trop rapide, c'est pas trop... Ça va, ça vous va ? Bon. Une autre notion dont je voulais vous parler, c'est l'assertivité. L'assertivité a été mise à la mode il y a quelques années par le slogan de Mitterrand pour les élections, la force tranquille. La force tranquille, c'est vraiment, je vous disais au début, de la puissance, de l'intensité. Je ne fais pas de pub pour Mitterrand, c'est pas du tout ça, je parle juste du slogan. Hein. Donc, il y a de la puissance, il y a de l'intensité, mais il y a de la tranquillité. Alors, je vais vous montrer encore deux petites photos. Voilà, une maman léopard. Elle n'est pas agressive du tout, parce qu'elle sait qu'elle ne craint rien. Et donc, elle est très, très, très tranquille, cette maman léopard. Elle était à 3 mètres de nous, là, et tranquille pépère. Vous voyez, la force tranquille, ça n'attaque pas, ça n'attaque que pour se nourrir. Mais ça n'attaque absolument pas autrement.
La force tranquille est vraiment un autre slogan de la force tranquille, c'est ni hérisson ni paillasson. Et j'aime bien ce slogan. Et je vais ajouter, alors ça c'est le slogan de l'assertivité, qui n'est pas une notion que j'ai inventée. Mais j'ai rajouté une petite notion, ni hérisson, ni paillasson, ni anguille. C'est-à-dire que dans la relation, soit je vais contrecarrer et vers le hérisson, soit je vais me laisser faire comme un paillasson, soit je vais trouver une manière détournée de peut-être ne serait-il pas bon de, etc. Et quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas simple, qui n'est pas franc, et l'autre ne sait plus où il en est. Vous voyez, ça, ce sont des relations qui sont glissantes, quoi. Hein. Donc, dans l'assertivité, il y a vraiment la possibilité de dire je pense que, et pas ne faudrait-il pas, ne serait-il pas meilleur? Vous voyez, ce qui n'arrange pas les choses. Alors, je vous présente deux méthodes et puis ensuite on passera à des exemples. Certains exemples que j'ai préparés, puis ça peut aussi être des exemples que vous emmenez vous et comment faire pour que ceci, et dans ce cas-là, comment on pourrait faire. Hein. Je vous inviterai vraiment à une possibilité d'échange. Mais je vous présente deux méthodes. OSBD, c'est vraiment ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Alors, ça veut dire quoi? O comme observer, S comme sentiment, B comme besoin et D comme demande. Alors, observer, c'est faire une analyse exacte de la situation. C'est-à-dire que si j'observe ici, je peux dire il y a tant de personnes dans la salle, disposées de cette manière, il y a plus de personnes qui sont habillées en sombre, de personnes qui sont habillées en clair, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une observation factuelle. Je vais vous faire une observation pas factuelle. Il y a plus de femmes qui sont intéressées par la communication non violente que les hommes. Hein. Vous voyez, c'est une observation qui est teintée de quelque chose qui va enlever la neutralité de mon intervention. Je vais donner un avis, soi-disant, en donnant une information. Et du coup, je vais fausser mon observation neutre. Par exemple, je vais observer quelqu'un qui, par exemple, a un moment d'inattention, etc., et je vois le moment d'inattention. Et je peux dire, bon, ben, ma conférence vous intéresse. Hein. Et je vais mettre, vous voyez, mon interprétation sur l'observation. Et à ce moment-là, c'est foutu. C'est-à-dire que j'ai coupé la relation puisque j'ai interprété un signe et que déjà, je le qualifie au lieu de simplement l'énoncer. L'observation doit être une observation neutre, sans aucune. On verra comment le pratiquer tout à l'heure avec des exemples très pratiques. L'observation, c'est la clé du succès. Il ne doit pas y avoir des sourcils qui se lèvent, vous savez, ou alors un sous-entendu, quoi. C'est vraiment l'observation neutre. Je vois ceci. S, je vais dire le sentiment que j'éprouve. Et ce sentiment, il va être lié à mon besoin. C'est-à-dire que je vais pouvoir parler du besoin que j'ai. Par exemple, là, je suis en colère. J'annonce mon sentiment parce que j'ai besoin de plus de reconnaissance. Là, j'ai peur parce que j'ai l'impression que tu te mets en danger et j'ai besoin, moi, ton parent, de te sentir en sécurité. Vous voyez, je parle de mon besoin, je parle de mon sentiment lié à ce besoin, mais sans critiquer, vous voyez, d'une manière toujours très, très neutre. Mais pourtant, donc je parle de mon besoin, ce sentiment parce que j'ai besoin, et du coup, je vais pouvoir faire une demande. Est-ce que tu voudrais bien faire ceci ou cela? J'aimerais que tu. La demande n'est pas donc tu dois. La demande n'est pas un ordre. La demande est toujours une proposition, une demande, hein, comme on le dit. J'aimerais que tu, est-ce que tu voudrais bien, etc. Voilà la méthode de la communication non violente.
CNV de Marshall Rosenberg, hein, qui a écrit « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs la communication non violente », c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être encore au-delà et qui fonctionne, je pense, encore mieux. Alors là, on est dans le scénario gagnant-gagnant. Donc, vous voyez, bon, ben, l'un qui aide l'autre, l'autre qui tire l'un, et puis, du coup, ben, tous les deux sont passés et sont contents. Donc, voilà, pour moi, quelque chose qui est encore plus loin dans la communication sans violence, qui va être une variante de ce que l'on a dit tout à l'heure. D comme décrire, E comme exprimer, S comme spécifier, et C, montrer les conséquences. Et dessous, il y a la zone d'accord prévisible, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est le fameux DESC. Donc, décrire, c'est très proche de observer. Voilà la situation telle que je la vois, etc. Je ne reviens pas sur les détails. E, c'est à la fois le S et le B de Marshall Rosenberg avec la CNV. Je ne fais pas trop de raccourcis dans les... Ça va? Bon. Donc, j'exprime mon sentiment et mon besoin, et j'en prends la responsabilité de ce besoin. Il est légitime puisque j'en ai besoin. Et je veux bien faire la différence entre le besoin et l'envie. J'ai besoin de manger, on me doit à manger, ou je dois manger. J'ai envie de manger une tarte aux fraises, ou une galette au sarrasin. ça se négocie. Vous voyez, entre le besoin et l'envie, il y a quelque chose qui est dans un cas non négociable et dans l'autre négociable. Et notamment vis-à-vis des enfants, lorsqu'un enfant a besoin d'un câlin, il n'a pas envie d'un câlin. Il a besoin parce que ça le rassure que ses hormones vont être calmées, etc. Donc, si vous voulez, quand on dit tu fais un caprice, c'est à ce moment-là qu'il faut le prendre dans les bras et le calmer au lieu de lui dire oui, t'es vilain et tout ça, il va te calmer dans ta chambre. Non, non, il se calmera dans les bras de ses parents et pas dans sa chambre tout seul. Et pas quand on lui crie dessus. Donc, c'est vraiment le besoin ne se négocie pas alors que l'envie se négocie. Donc, je décris la situation, j'exprime mon sentiment lié à mon besoin, et ce qui est nouveau dans cette méthode-là, c'est le S. Il s'agit de spécifier une proposition, c'est-à-dire que là, c'est pas que je vais demander quelque chose. Je vais devoir me casser la tête pour élaborer un scénario gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je vais dire, et je te propose qu'on fasse comme ça, de cette manière, les conséquences. Tu gagnerais comme ceci, moi je gagnerais comme cela, et nous serions tous les deux contents. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça, ce S, c'est très difficile à faire au début. Ensuite, ça devient assez facile. Mais c'est là que je dis qu'il faut faire des gammes, il faut faire des exercices, parce que petit à petit, on prend l'habitude de rechercher cette proposition constructive qui va nous sortir du mauvais pas à tous les deux. Bien, peut-être, hein, puisqu'on a un désaccord, peut-être l'idée ce serait qu'on fasse comme ceci, comme cela. De cette manière, bon, ben, on n'aurait pas 100% chacun du gâteau, mais on pourrait tous les deux manger à notre faim, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Et toujours, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que je propose, mais je ne dis pas, eh bien, on va faire comme ça. Je n'impose pas, mais je me casse la tête et je propose ma solution, une solution dans l'ouverture, une solution qui permette aux deux de rester la tête haute. Vous voyez? Surtout, je n'écrase pas l'autre. Alors, on va passer à quelques exemples. Alors, la proposition alternative. Alors là, c'est mon petit-fils qui a aujourd'hui 18 ans et qui était un petit bonhomme de 4 ans qui avait tout compris de la solution alternative. C'est une technique apprise dans les manuels de communication. Et donc, sa maman passait l'agrégation et moi, je devais m'occuper du petit, mais j'étais chez elle, chez eux donc. Je lui donne à manger et je lui dis « Et tu veux un dessert, mon chéri ?» Il me dit « Oui, ben, la lourde au chocolat. » J'ouvre le grand frigo, et ma fille n'avait pas eu le temps de faire des courses, elle était tellement prise par son truc, donc j'ouvre le frigo, il restait une danette au chocolat. Vous savez, alors là, le petit côté pas sympa du tout de la grand-mère, je lui dis « Oh, grand-mère aussi voulait un yaourt au chocolat. » Alors là,
Il a bien regardé le frigo du haut en bas, il a bien étudié tout, et comme c'est un enfant qui est vraiment un amour, et puis très calme et tout ça, il s'est retourné vers moi avec un grand sourire et il me dit « Et toi, grand-mère, peut-être tu peux manger une tomate ?» C'est-à-dire que, vous voyez, la proposition alternative va proposer à l'autre quelque chose qui va préserver mes intérêts, mais qui va tout de même être tu n'as pas tout perdu, quoi. Mais je vous assure, écoutez bien le ton. Mais toi, grand-mère, peut-être tu peux manger une tomate. Avec le ton, il y avait tout. Il avait tout compris d'instinct de la proposition alternative. Conservez l'histoire de la danette et de la tomate. Vous verrez que ça vous aidera souvent, cette histoire-là. Alors, en exemple, je n'ai mis qu'une diapositive sur un exemple, la chambre d'un adolescent. Au hasard. Les adolescents, c'est pas forcément comme ça qu'est votre chambre, n'est-ce pas? Mais chez les autres, c'est pas du tout chez nous, n'est-ce pas? Bon. Et alors, comment je vais dire? Oui, mais tu te fiches de moi, mais c'est pas possible, mais tu me respectes pas, mais tu vois pas, mais on peut pas vivre dans un bazar comme ça, mais c'est pas possible, etc. Et je vais me mettre à critiquer mon adolescent, à le gronder. Oui, si tu ranges pas ta chambre, tu vas être puni, et d'ailleurs tu sortiras pas, et ceci. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une communication violente. Et si je rentre dans une communication violente, l'adolescent a suffisamment d'armes pour me le faire payer chèrement, n'est-ce pas? Dans ce que dirait le desk, c'est « mon chéri ». Quand je vois, ça peut marcher aussi avec les messieurs quand ils laissent du bazar dans le... Mon chéri, on dit toujours mon chéri. Quand je vois 3 chaussettes sur la télé et 2 dans le frigo, je suis très en colère. Parce que j'ai besoin d'ordre dans les pièces que nous partageons. C'est important pour moi. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de bien vouloir ranger tes chaussettes dans le sac à cet effet? Comme ça, on mangerait dans la bonne humeur et tous les deux, ce serait tellement agréable. N'est-ce pas, mon chéri? Il y a beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous souhaitez comme ça que par la première solution, où éventuellement il va le faire une fois pour sortir, parce qu'il veut sortir. S'il y a une punition à la clé, il peut peut-être le faire, mais la punition n'arrange jamais rien. Je suis pour l'abolition de toute punition. Vraiment, et je le maintiens. La punition ne fait que détruire la relation. Je suis pour la sanction. La sanction, c'est par exemple, si je suis sur l'autoroute, à plus de 130 à l'heure, je sais que je vais recevoir un PV chez moi. Ça, c'est une sanction. Ça ne dépend pas de l'humeur du gendarme, ça ne dépend pas de la couleur de ma voiture, alors que la punition est injuste en ceci qu'elle dépend. C'est un jour oui, un jour non. Un jour parce que je suis énervé, un jour non. Vous comprenez? Alors que l'établissement d'une sanction se fait avec l'enfant en disant bon, il y a ça à obtenir, c'est normal, hein, c'est important qu'on y arrive. Comment on va faire si tu le fais pas? Comment on va s'y prendre? Et donc l'enfant va être sollicité à établir avec nous. Hein, par exemple, vous savez, sur les problématiques, par exemple, du téléphone portable ou des jeux vidéo, etc., qui sont des fléaux, hein, vraiment, en ce moment, de société sur les jeunes. Comment, justement, nous allons établir d'abord une possibilité, avant même de penser à la sanction, à la résolution du problème, et si jamais on n'y arrive pas, alors comment on va faire? Donc, vous voyez, je fais vraiment la différence entre la punition qui sépare et la sanction qui ne sépare pas du tout. Au contraire, elle permet que tout le monde reste calme et que le soir à la maison, tout le monde soit de bonne humeur. Et puis la sanction ne doit jamais être exagérée, etc. Alors que la punition est très, 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 très mal vécue. Donc voilà un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'ai quelques exemples. Est-ce que vous voulez que je continue sur des exemples ou vous voulez qu'on entre en discussion?
Alors, effectivement, c'est là que je peux partir. Vous voyez, je vais appliquer. Madame me disait, est-ce qu'on peut continuer sur la chambre parce que le résultat n'est pas là. Donc, je vais continuer à appliquer ma méthode. C'est-à-dire que je vais dire, je comprends, la chambre en désordre, c'est comme le doudou sale de l'enfant. L'ado a quelque part besoin d'avoir son endroit avec son bazar dans lequel il se sent chez lui. Donc c'est d'abord important de respecter un lieu dans lequel les adultes ne mettent pas leur nez. Ça, c'est très important. Maintenant, vous allez me dire, s'il y a des bouts de pain par terre et que les rats risquent de venir, c'est embêtant. Donc, justement, je vais partir de l'a priori positif inconditionnel que l'enfant est intelligent. Et que si je lui explique des choses, il est en capacité de les comprendre. C'est-à-dire que je vais comprendre son besoin d'avoir son atmosphère. Je vais dire, je respecte que tu aies besoin de son atmosphère. Je le comprends tout à fait. Évidemment, je vais l'écouter, bien sûr, hein, avant. En même temps, il y a des choses qui sont dangereuses vis-à-vis de la santé, etc. Et moi, en tant que parent, je ne peux pas cautionner que tu te mettes en danger, parce que c'est mon rôle de parent, de faire en sorte que tu ne te mettes pas en danger sur de l'hygiène ou des trucs comme ça. Donc, mon chéri, comment nous allons faire pour trouver une solution ensemble? Donc, je vais lui proposer de réfléchir à une méthodologie de façon à pouvoir résoudre le problème. Mais le problème, je reste, moi, garante que ce problème doit être résolu. Par exemple, on m'amène souvent des enfants ou des jeunes ados en me disant il passe des heures, je passe des heures à le faire travailler et il faut être toujours à côté de lui, etc. On va des heures et des heures à travailler, on y passe tout le dimanche, on y passe tout le samedi, on y passe, etc. Et lorsque je garde l'enfant seul, il me dit mais elle est toujours sur mon dos. Elle veut toujours que je bosse, mais c'est pas possible, mais je peux plus me reposer, j'ai pas la possibilité de jouer, j'ai pas la possibilité de me reposer, etc. Alors à ce moment-là, je dis, comment on peut faire un contrat? De quoi tu as besoin? Alors l'enfant dit, moi j'ai besoin qu'on me laisse un peu tranquille. Je dis, est-ce que tu te sens capable à ce moment-là de faire ton travail? Parce que c'est important de le faire. Oui. Alors, ils me disent tous oui. Alors, je dis aux parents, est-ce que vous êtes d'accord pour, pendant un certain temps, tenter de laisser votre enfant libre de faire son travail tout seul? J'ai du mal quelquefois à obtenir l'accord, mais je l'obtiens. Et à ce moment-là, on fait un contrat et on signe tous les trois. La maman signe, ou le papa, en disant « je veux que le travail soit fait ». L'enfant signe en disant « je veux qu'on me laisse tranquille ». Et moi, je contresigne en disant « je mets mon seau là ». Et puis au bout de 8 jours, on voit comment ça a évolué. Il y a des fois où ça se passe très bien. Mais il y a des fois, je me souviens d'un petit garçon, Arnaud, qui vient et qui me dit « ah non, ça marche pas, parce que si papa me met pas au travail, je travaille pas. Donc il faut qu'il me mette au travail. » Mais à ce moment-là, c'est l'enfant qui le demande. Et ça change tout. C'est-à-dire que ce n'est pas le parent qui vient de l'extérieur, c'est l'enfant qui se rend compte que s'il n'a pas le soutien de ses parents, il est perdu. Mais il a fait l'expérience de la solitude et il se rend compte qu'il est inefficace tout seul. Donc soit il est efficace et ça se passe bien, soit il est inefficace et c'est lui qui demande de l'aide. Donc évidemment, il y a en tant que parent le but que je définis et dont je ne déroge pas, parce que ça c'est important. Et je vais expliquer mon cadre de référence, et quelque part, il va y avoir quelque chose comme ça. Cette maison, tu vois, elle a été construite par ton père et par moi, ce lieu de vie, et tu es venu dans cette maison, et un jour, tu feras ton cadre de vie. Et là, tu feras ce que ta loi. Mais à l'intérieur de cette maison, c'est quand même nous adultes
qui allons établir ce qui est important, ce qui est quelque part non négociable. C'est-à-dire que c'est pas que la chambre soit tirée au cordeau, puisque je redis qu'il faut qu'il y ait une part de le doudou sale, hein, il faut qu'ils aient cette possibilité-là, mais que ce soit, en même temps, je me dis, bon, est-ce que je suis un peu maniaque de l'ordre? Est-ce que je peux laisser un peu plus de souplesse? Ou est-ce que c'est ma représentation, vous voyez, ma vérité contre la vérité de l'autre? Mais donc, je vais quand même essayer de dire, tu vois, pour moi, il y a des choses, par exemple vis-à-vis de l'hygiène, où je ne peux pas accepter. Parce que sinon, je ne peux plus vivre là-dedans. Et donc, je vais expliquer à mon enfant, je vais expliquer à mon ado, mais sans le qualifier d'abruti s'il n'a pas la même pensée que moi. Lorsque une petite adolescente de 13 ans a envie de sortir seule le soir, je ne vais pas lui dire « Mais enfin, tu ne devrais même pas me le demander !» Ben, elle fait son rôle en le demandant. Mais il m'appartient de pouvoir dire « Je te dis non, parce que moi, ton parent, j'ai la responsabilité et je ne veux pas. » Mais je ne veux pas la critiquer de me le demander. Je vais comprendre que, légitimement, elle ne voit pas le danger et donc elle va le demander. Donc je peux lui dire non et opposer un non très clair, mais sans la critiquer de me le demander. Vous voyez, je ne vais pas la ridiculiser, mais enfin, tu devrais même pas me le demander. Mais comment tu oses? Comment tu peux penser à une chose comme ça? Elle ne pense qu'à ça, elle. Donc, vous voyez, c'est de la même manière, vous, si vous demandez quelque chose et qu'on vous dit « Mais enfin, mais comment? Pourquoi vous demandez ça ?» Vous allez être vexé. Alors que si on vous dit, oui, on comprend bien, hein, que vous le demandiez. On aimerait bien à Herblay avoir un stade, ceci. On aimerait bien avoir un machin plus grand. Je suis conseillère municipale, je sais. On aimerait bien, etc. Je comprends qu'on en a envie. Je comprends qu'on en a envie. La demande est légitime. La possibilité ne l'est pas. Enfin, la possibilité, c'est pas qu'elle n'est pas légitime, c'est qu'elle est impossible. Vous comprenez? Donc, si on oppose un non comme ça, c'est une manière de dire non d'une manière non violente. Ce qui est violent, c'est le début de la conférence, quand je vous disais qu'est-ce qui vous énerve, c'est le jugement, c'est les a priori, c'est la mauvaise foi, c'est être traité de mauvaise foi, c'est l'incompréhension, c'est la fermeture, etc. Donc si j'oppose ça à mon adolescent, c'est moi qui entre en communication violente, c'est pas lui. L'enfant a tellement besoin de nous qu'il n'entre pas directement en communication violente. Lui, il a encore ces petits neurones qui ne sont pas tous connectés. Donc il est plus dans le cerveau reptilien que dans le cerveau... vous voyez, moi j'entends des parents qui parlent à leur enfant de 3-4 ans comme s'ils pouvaient comprendre. Il faut quand même se rappeler qu'à 3-4 ans, le cerveau d'un enfant fonctionne à peu près comme celui d'un chimpanzé. Et quand on lui fait la morale et des grandes explications, c'est comme si on disait à un chimpanzé, mais enfin partage la banane avec ton frère, quoi. Il ne peut pas comprendre. Donc, à ce moment-là, on va le juger sur quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Donc, c'est important qu'on lui dise, non, la banane, on va la partager, je vais la partager, et tu as le droit d'être en colère. Mais je vais la partager quand même. Au lieu de lui dire, mais enfin, partage la banane avec ton frère, sinon tu es méchant. Vous voyez toute la différence d'entrer en communication violente ou d'entrer en communication non violente. On peut dire non d'une manière non violente. On peut obtenir d'une manière non violente. On peut vraiment faire beaucoup de choses d'une manière non violente. Et c'est d'une efficacité remarquable. Ça permet d'être en relation avec des tas de gens avec lesquels sinon on ne serait pas en relation. Et vraiment, je vous souhaite de tout cœur de découvrir le bonheur de la communication non violente, parce que ça permet des ouvertures que l'on ne soupçonnait pas, quoi. Voilà, il y a alors quelle est la zone dans laquelle effectivement, moi, écoutez, vous entrez chez moi, j'ai pas un doudou sale, mais dans mon bureau des fois il y a des piles de trucs. Si vous voulez, c'est comme ça que je m'y retrouve. Alors, je peux demander un minimum de ce qui est possible pour moi. Mais au moins dans les pièces que nous partageons, là vraiment dans les pièces que nous partageons, là j'ai besoin. Après, dans ta chambre,
il y a l'hygiène, il y a ceci, il y a comment on pourrait faire, il y a quelque chose qui est en discussion, mais je ne vous dis pas non plus que je détiens la baguette magique. J'aimerais bien, moi, pour toutes les situations que je traverse, c'est de l'amélioration de la communication. Après, voilà, je ne peux pas aller plus loin, il n'y a pas la solution comme ça, mais vraiment, il y a de la progression dans la relation. Et puis, on peut revenir, par exemple, faire le constat. On a déjà vu plusieurs fois que c'est un point de désaccord entre nous. J'en suis toujours froissée. Vous comprenez comment je fais le desk, donc je refais la description. Ça fait 20 fois que je te le dis. Bon, je n'arrive pas à faire passer cette idée. Pourtant, ça fait tellement de fois que je te le dis. On a là un différent important et ce différent est important pour moi. Parce que j'ai besoin d'un certain niveau de vie, j'ai besoin d'un certain niveau de propreté, d'hygiène, d'ordre. Je suis choquée quand ceci, pour toi, à quoi ça correspond d'avoir ta chambre comme ça? Je l'écoute. En quoi c'est important pour toi de laisser ça? Ah bon, pour toi c'est comme ça et pour moi c'est comme l'autre. Alors comment on pourrait faire, mon chéri? Comment on va chercher une solution ensemble à ça? Et vous voyez, si on fait un pas l'un vers l'autre, si je propose une ouverture, il y a des chances pour que ça se passe beaucoup mieux que si je reste dans une attitude de « je veux obtenir et il faut que tu te plies à ce que je souhaite ». Après, il y a des fois des possibilités de renoncer à une partie d'un morceau de chambre ou d'un bureau ou de trouver un endroit où il va pouvoir laisser son foutoir, etc. etc. Ouais. Après, voilà, la baguette magique, malheureusement, si elle existait, je ne serais pas la seule à l'utiliser. Mais vous voyez, c'est vraiment de la progression. Sans vouloir du tout mobiliser la parole, après ça, ce serait bien que d'autres interviennent. Est-ce que vous ne pensez pas que cette manière de communiquer peut avoir, pour quelqu'un qui n'y adhère pas, un côté totalement énervant? Moi, j'ai l'impression de mettre en application ce que vous dites depuis des années. Là, je parle plus d'ados, je parle peut-être d'adultes autour de moi, du conjoint. Est-ce qu'à un moment, quand on dit avec un grand sourire, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, et qu'en face, l'autre n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, il y a un moment où vraiment ça peut l'agacer et il s'en va en claquant la porte? Alors, c'est une réalité. C'est une réalité si mon intention est de le faire changer. C'est-à-dire que si je veux, et ça les femmes, nous sommes des championnes du monde pour essayer de faire changer nos hommes. Ça existe aussi à l'inverse, mais c'est le plus souvent les femmes. C'est-à-dire que si dans la communication, je n'ai pas la sincérité de trouver quelque chose qui nous convienne à tous les deux, mais que dans mon intention, c'est il va enfin comprendre que ce que je dis, il faut qu'il y arrive. À ce moment-là, je vais utiliser un outil, mais je n'ai pas l'éthique, si vous voulez. Attention, je ne veux pas être jugeante, là, mais si vous voulez, avec un marteau, je peux taper sur la tête de l'autre ou je peux construire un beau meuble. Si, a priori, je veux qu'il me rejoigne, je ne suis pas dans un esprit de communication non violente. Je suis seulement dans un outil de communication non violente. Et avec cet outil, je peux faire beaucoup de dégâts. Et effectivement, l'autre peut en être très agacé. Si je suis dans une véritable... C'est pour ça que le début de mon propos est beaucoup sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est pas j'ai raison et tu as tort. L'état d'esprit, c'est je pense que, mais peut-être tu penses autrement. Et peut-être tu as le droit de penser autrement. Et tu as le droit de penser autrement. Et comment on va faire? Et est-ce qu'on est compatible ou pas? Ça n'est pas une question vous voyez, il faut qu'il se résolve à communiquer comme je veux qu'il communique. Parce que sinon, c'est déjà une entrée en relation qui est une entrée avec une intention. C'est l'outil et ce n'est pas
l'état d'esprit. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Voilà. Mais c'est très, très, très délicat, cet a priori positif inconditionnel. Et puis, cette possibilité de concevoir vraiment que nous avons deux légitimités différentes. C'est l'altérité. L'altérité, l'autre est un autre. Il n'est pas comme moi. Comment je vais trouver le moyen, moi aussi, de vivre avec l'autre? Comment lui va trouver moyen de vivre avec moi? C'est pas une mince affaire. J'ai été très agréablement surprise par une méthode mise au point par mes petits-enfants. Ce sont 3 garçons. Ils ont décidé un jour, parce que bon, ça se chamaillait, chacun reprochait à l'autre, et même à papa, maman, etc., des tas de choses. Alors l'aîné a mis au point une grande feuille. Et chacun a fait une colonne. Moi, j'aimerais. J'aimerais que maman, j'aimerais que papa, j'aimerais que mon petit frère, que mon grand frère. Chacun a fait sa colonne. Et j'ai été épatée parce qu'ils ont écrit, il n'y a rien de violent dedans, mais un souhait que chacun ait mis. Et cette grande feuille, moi je l'ai découverte par hasard dans leur salle à manger, elle est affichée sur un meuble, elle est là, et je leur ai demandé, est-ce qu'il y a eu des changements? Et ils m'ont dit oui. Oui, parce que cette feuille, on la regarde de temps en temps, et ils ont effectué des changements en fonction de ce qui était écrit. Ils ont essayé de donner satisfaction à l'ensemble de la famille. C'est peut-être pas une méthode parfaite, mais moi j'ai vraiment été subjuguée par cette façon de faire. Et ce sont les enfants qui ont, enfin l'aîné, qui à l'époque avait 14 ans, qui a décidé ça. Et ça m'a beaucoup plu. Mais vraiment bravo à ces enfants, parce que je suis convaincue que l'enfance est pleine de solutions, que l'enfance et l'adolescence sont pleines d'envie de réussir leur vie, et que si justement on les laisse parler, si on les laisse inventer, si on les fait réfléchir, et pas seulement consommer, si on ne les enferme pas dans une image, ils sont capables de produire des solutions, mais magiques. Quand on les accompagne, et justement qu'on les sollicite à réfléchir et qu'on ne les traite pas comme des gamins, c'est-à-dire qu'on ne les moralise pas. Ce sont des enfants, mais ce ne sont pas des gamins, vous voyez. Et les adolescents souffrent énormément d'être jugés comme incapables. Quand ils trouvent leurs solutions, elles sont souvent excellentes, hein. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire ce que vous dites, parce que je vous ai dit que mon petit-fils m'avait posé la question avec ma copine, ça ne va pas en ce moment, tout ça. Et il m'a téléphoné là hier encore, et il m'a dit, tu sais, grand-mère, on a trouvé une solution, on a fait des listes avec ce qui est vraiment difficile pour moi, ce qui est vraiment nécessaire pour moi, et ce que j'aimerais. Et donc ils se sont fait des listes là tous les deux, et il me dit, ah, ça va beaucoup mieux, parce que du coup je comprends que quand elle a vraiment, que c'est important pour elle de faire quelque chose, bon, bah, c'est important pour elle. Bon, j'attends qu'elle ait fini. Et du coup, voilà, à partir du moment où on communique sur ce qui est important pour nous, sans dire à l'autre, mais enfin, tu devrais me penser, tu devrais bien savoir que c'est important pour moi. Mais où on communique clairement, où on ose dire, je souhaite, je voudrais, ça, c'est important pour moi. J'éprouve ceci. Or, nous sommes trop souvent dans une société où on nous a interdit, où c'est comme un manque de pudeur, de dire ce que l'on éprouve et ce dont on a besoin. Hein, souvent, les petites filles, on a été... Enfin, je ne veux pas faire une généralité, mais c'est une occurrence qui se présente plus souvent. Souvent, c'est les petites filles ne demandent pas, baissent les yeux, etc. Enfin, surtout de ma génération. La génération plus jeune, c'était quand même, heureusement, un petit peu autre chose, mais ça a peut-être basculé dans le contraire. Et les petits garçons, c'était ne dis pas quand t'es triste, ne dis pas quand tu as peur. Donc effectivement, comment aller parler de nos envies, de nos besoins, de nos émotions quand on a été éduqué comme ça? C'est très difficile. Donc effectivement, bravo, bravo pour cet exemple, bien sûr. Pourriez-vous revenir sur la notion de prise de pouvoir et puis de perversité aussi, que vous avez évoquée au début?
Oui. Alors là, on est reparti pour 4 heures. Mais moi, ça me dérange pas. J'adore. J'adore pas la perversité, mais j'adore me battre contre la perversité. Je vous dis, ça a été le sujet de mon mémoire. Il y a 2 manières d'être pervers. Il y a les relations perverses. Mon mémoire a porté sur Tom et Jerry. Vous savez, Tom et Jerry. Donc, Tom qui poursuit Jerry pour lui faire 36 000 misères. Et lorsque Jerry est en haut de la tour de l'immeuble, machin, etc., il va tomber. Il ou elle, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, Jerry. Mais Tom se dit, si je perds mon jouet, je ne peux plus jouer. Donc, il sort la griffe, il récupère la souris par sa petite culotte, vous savez. Et puis, comme ça, il garde son jouet. Mais Jerry, pas contente du tout. Elle a eu peur, etc. Donc elle a envie de se venger. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait poursuivre Tom par le chien, vous savez qu'elle est grande dents. Elle le fait punir par la servante dont on ne voit que les pantoufles, etc. Elle le fait enfermer dans le four, elle lui fait toutes les misères du monde, elle fait en sorte qu'il soit accusé à tort, etc. Et puis, Tom et donc, à un moment, il est dans la neige, il est dans un bloc de glace, il va mourir parce que la servante l'a mis à la porte, etc. Mais Jerry, elle a quand même bon cœur. Donc, elle ouvre la porte. Donc, il rentre, il y a la glace qui fond, et hop, on recommence. C'est-à-dire que là, il y a 3 pôles. Il y a le persécuteur, la victime et le sauveteur. Il y a 2 personnes qui tournent en rond sur ces 3 boucles. C'est-à-dire que le persécuteur persécute la victime, mais au moment où la victime est presque morte, le persécuteur va se placer en sauveur. Du coup, la victime vient à la place du persécuteur, le sauveur devient victime, etc. Ça, ce sont les relations perverses qui ne sont pas l'œuvre de pervers. Vous voyez, ce sont des relations dans lesquelles on peut se retrouver. Même, par exemple, je prenais l'exemple avec, par exemple, des assistantes sociales. Quand je faisais des formations aux assistantes sociales ou aux travailleurs sociaux, vous aidez quelqu'un. C'est votre rôle, c'est votre... Mais si vous l'aidez en tant que sauveteur, et pas en tant que professionnel, il y a un moment où l'autre, de sa position de victime, va venir dire « mais tu n'en fais pas assez, mais tu n'es pas assez gentil avec moi, mais tu ne vois pas que tu devrais, etc. » Et donc, il va devenir persécuteur et vous allez devenir la victime. Et donc, comme vous en avez gros sur la patate parce que vous avez tout donné en tant que sauveteur, vous allez lui dire « mais enfin, mais c'est pas possible, d'ailleurs, désormais, je... » Et donc, vous allez redevenir persécuteur. Et donc ça, ce sont les relations perverses où justement on peut sortir de ces relations perverses par de la communication non violente. Ça, c'est très facile. C'est-à-dire que je reviens dans une relation non impliquée émotivement, avec un outil adapté, et là, ça fonctionne très bien. Quand je parle de perversité, je parle de Dracula. Le grand pervers, c'est Dracula. Et Dracula, c'est toujours le même persécuteur et c'est toujours la même victime. C'est-à-dire que c'est toujours Dracula qui est mort et on ne voit pas la victime qui mord Dracula. Donc c'est toujours dans le même sens. Et là, il faut connaître un peu le fonctionnement du grand pervers pour pouvoir justement ne pas en être l'objet. Dracula est un peu heureux. Il ne sort que la nuit dans sa grande cape noire. Et il faut d'abord savoir que Dracula a besoin du sang de sa victime. C'est-à-dire qu'il va utiliser tous les moyens pour l'obtenir. Et il sera dans la force, dans le chantage, dans la manipulation, dans la menace, etc. Mais il sera aussi tout d'un coup dans le charme, vous voyez, si bien que, par exemple, beaucoup de femmes battues disent mais il est gentil aussi. Vous voyez, il y a des côtés qui sont... vous voyez, la perversité, ça vient du latin per vertere. Per, c'est un intensif, comme la perfection, perpétuer, etc. Et vertere, c'est retourner. C'est-à-dire que le pervers, il retourne l'esprit de sa victime. Elle ne sait plus où elle en est. Et donc, parce qu'il utilise tout.
Et il n'utilise pas le sang des faibles, il utilise un sang de qualité. Il utilise le sang des tendres, pas des faibles. C'est-à-dire que ce sont des gens, il utilise, vous savez, à l'endroit le plus fragile de la personne. Donc effectivement, quelqu'un qui s'offre dans une relation, stock, ici. Et c'est pour ça que vis-à-vis du grand pervers, mais encore une fois, qui est très rare, c'est très rare, hein, ne voyez pas des pervers partout parce que ça n'existe pas partout. Quand il y a vraiment une relation de perversité, je ne reste pas dans la relation. Et je fais la relation blanche, c'est-à-dire que j'entends bien que, oui monsieur, etc., et je m'en vais. Parce que chaque fois que je reste dans la relation, en argumentant, mais en expliquant, mais tu vois bien, mais comprends bien, mais je suis de bonne foi, mais etc., je suis là avec mon cou, clac. Donc c'est là que je propose la relation blanche, qui est une relation de protection, qui est une relation sans relation. C'est une relation, on va dire, politiquement correcte. Si je suis dans mon boulot, par exemple en tant que travailleur social, je suis obligée d'avoir une relation, je reste dans la relation blanche. Si je suis dans un couple ou si je suis là, je me tire, je me casse, je me barre vite, quoi. Et le pervers aura besoin d'une autre victime. Mais c'est pas moi. Voilà la différence que je fais entre... Enfin, ça va très vite, mais on pourrait développer longuement, je vous dis, mais en gros. Est-ce qu'il y a une autre question ? Vous parliez d'un enfant de 3-4 ans à qui il faudrait plutôt faire un câlin, plutôt que de le disputer. Parfois, à 3-4 ans, ils ne veulent pas du câlin. Comment on fait ? Pardon, je t'ai pas entendu. Parfois, ils ne veulent pas du câlin. C'est-à-dire qu'on les prend pour les calmer parce qu'ils débordent d'émotions et d'énervement. Et eux-mêmes rejettent le câlin. Alors, c'est vrai que quelquefois, l'enfant, lorsqu'il est dans un état de nervosité dans le RER, dans le train, là tout à l'heure, j'entendais une petite fille qui hurlait. Bon. Alors, dans un premier temps, l'enfant va se débattre. C'est pas grave. Il est important de faire fonction contenante. C'est-à-dire que plus l'enfant est hors de lui, plus il va falloir le ramener à l'intérieur de lui. Et c'est surtout pas le moment de lui crier dessus, de le menacer, de l'éloigner, etc. Parce que là, si vous voulez, c'est une tempête émotionnelle dans son cerveau, dans les hormones. Il y a du cortisol qui est produit et qui devient, vous voyez, du cortisol à haute dose et qui fait quelque chose qui fait une tempête émotionnelle où l'enfant ne maîtrise plus rien. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de calmer l'enfant, mais pas en lui disant « calme-toi ». Mais tu vas te calmer, oui. Calme-toi. L'autre jour au supermarché, là, il y avait une maman qui disait à son enfant qui était dans le chariot, là, il devait avoir 3 ans, le petit « Mais tu me fais honte !» Pauvre Pouchoun. Il était lui-même dans quelque chose où il maîtrisait plus rien, et la mère lui faisait la morale pour elle, mais elle ne s'intéressait pas à lui et à sa détresse. Parce que l'enfant, si vous voulez, s'il manifeste ça, c'est l'enfant n'attaque jamais le parent. L'enfant a besoin du parent. Je vous invite aussi à regarder sur Internet une expérience qui a été faite qui s'appelle Still Face. S-T-I-2-L, Face, F-A-C-E. C'est-à-dire que on voit comment un enfant a tellement besoin de la relation que dès lors qu'il la perd pendant 1 minute, il panique. Donc, si cet enfant est hors de lui, ce qui est important, c'est de le ramener en lui. Donc, ce qui est important, c'est de conserver absolument son calme et de pouvoir lui dire « Allez, viens doucement, là, viens doucement ». Et plus il est odieux, plus je vais lui proposer de la relation. Plus il est insupportable, plus il est épouvantable, plus il crie, plus il s'énerve, viens, allez, viens mon câlin, viens mon chéri, on va faire un petit câlin, puis on va voir après, viens, allez doucement, viens. Je vais lui proposer une relation d'une manière très très calme, et quelquefois, l'enfant peut avoir un temps de non, etc. Je ne change pas d'attitude. Mais oui, mon chéri, allez, tu es très en colère, là, ça va pas du tout pour toi. Viens faire un câlin. Et il y a un moment où son petit corps va céder,
et où vous allez le ressentir contre vous. Vous savez, comme quelque chose qui se détend. Et c'est rigolo parce que vous dites à 4 ans, mais ça peut arriver à 12 ans. On m'a amené une petite adolescente qui était, vous savez, la petite rebelle, machin, etc. Et j'ai dit ça à sa maman qui m'a dit, mais jamais elle acceptera. Et la fois d'après, elle m'a dit, mais ça marche. Au début, elle s'est débattue et puis... Et ça a vraiment remis de la relation. Je vous assure, je vous promets, on m'amène des tas d'adolescents. Si vous saviez, tous les adolescents qu'on m'amène, tous ont besoin de leur mère. Et tous m'expliquent à quel point elle les énerve. Mais tous en ont tellement besoin. Donc, il y a quelque chose de très ambigu. Hein, plutôt de la mère, le père aussi, mais c'est un autre style de relation. Mais vraiment... Si vous faites confiance, si vous savez, si vous êtes convaincu que c'est de ça qu'il a besoin en fin de compte, vous ne lâchez pas l'affaire. Mais tranquille, voyez, ne vous énervez pas et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Votre enfant va se calmer parce que vous ne lâchez pas votre attitude de calme, de sang-froid, de mais oui mon chéri, allez viens, on va parler, on va se parler tout à l'heure. Mais on ne parle jamais au moment de la crise, parce que l'enfant ne fait pas un caprice, l'enfant est en détresse émotionnelle, donc il est ici, là, ça bouillonne. Si à ce moment-là je lui parle ici, c'est-à-dire à sa raison, il n'entend pas, c'est comme si je parlais à un crocodile. Vous comprenez? Et le crocodile n'entend pas. Donc, c'est inutile. D'abord, je calme. C'est-à-dire que le cortisol va se calmer. Le contact avec le corps va produire de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. Mais après coup seulement, on dit à l'enfant, bon, maintenant qu'on est calme, explique-moi pourquoi tout à l'heure tu étais si en colère. Qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas pour toi? C'est-à-dire que je vais en parler après coup, et très calmement, pour qu'il puisse me dire ce qu'il n'a pas pu me dire sur le moment, autrement que par des cris et par de l'hystérie, je vais lui donner la possibilité ensuite d'avoir cet espace pour m'expliquer ce qui était si difficile pour lui qu'il est parti dans cette détresse émotionnelle. Et donc, ce qui est très important, c'est l'après-crise. Au moment de la crise, j'apaise, je dorlote, je câline, je calme, mais tranquillou. Et une fois que la crise est vraiment passée, c'est pas bon, maintenant on va jouer. C'est maintenant, allez, dis-moi, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'énerves tant? Tu étais très en colère? Montre-moi comment tu étais en colère. Vous lui donnez un coussin? Tu étais en colère un peu comme ça ou comme ça? Dis-moi comment tu étais en colère. Et l'enfant va vous montrer comment il était en colère. Oh, tu étais en colère comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois en colère? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon chéri? Et là, il va vous parler. Et là, vous allez comprendre votre enfant. Et là, vous allez pouvoir lui donner des solutions. Ah, ben oui, je comprends que tu étais en colère. Bon, mais tu vois, une autre fois, peut-être, tu pourrais dire à maman ça et ça, pour me dire... Alors, c'est marrant parce qu'il y a des enfants, et c'est très, très rigolo. Il y a des enfants qui proposent des solutions. Par exemple, vous lui dites, bon, comment tu vas faire la prochaine fois quand tu sens que tu t'énerves comme ça, pour pas arriver à crier, pour me dire que vraiment ça va pas. Et alors, il y a des enfants qui inventent, je vais te montrer mon mouchoir, ou je vais te dire, je vais me gratter la tête, ou je vais... On m'a amené un petit enfant, un petit garçon qui a 8 ans. Sa mère me dit, il est insupportable, il n'est pas possible, je ne le supporte plus. J'en arrive des fois à regretter d'avoir cet enfant. Elle avait des mots très très forts vis-à-vis de cet enfant. Et cet enfant me dit, j'aimerais qu'on soit calme à la maison, j'aimerais qu'on s'aime. Mais quand papa, un jour, a crié, j'ai cru qu'il allait tuer maman. Alors le père est un homme qui est pas, il risque pas de tuer la mère. Ils sont venus ensemble, c'est pas une grosse brute le père, hein. Mais l'enfant a eu tellement peur qu'il a emmagasiné cette peur en lui et qu'il est devenu terrorisé. Du coup, des fois, il est tellement malheureux, il me dit, il a 8 ans, il me dit, je m'arrête de respirer pour mourir. Il s'oblige à s'arrêter de respirer. Un enfant peut avoir une telle détresse émotionnelle qu'il ne peut plus vivre. Donc, c'est important, vous voyez, de ne pas moraliser, de calmer, de comprendre, et puis
que cet enfant puisse dire à un moment, ils le disent tous. Par exemple, vous savez que chez nous, il y a eu des grandes inondations, il y a eu plusieurs morts, etc. Là, à Cannes, Biot, Mandelure, enfin c'est tout autour de chez moi. Et on m'a emmené cette semaine un petit garçon de 4 ans et demi, parce qu'ils doivent réintégrer la maison, qui a été repeinte et tout. Et la mère me dit, il parle de l'inondation, il parle de l'inondation, il parle de l'inondation sans arrêt tous les jours, et c'est pas possible, et j'ai peur de ce qui va se passer quand on va réintégrer la maison. Il veut pas revenir dans la maison. Et donc elle m'amène ce petit bout, et en me disant, il a peur des inondations. Et moi, j'ai un peu de bouteille quand même, j'arrive à faire parler cet enfant, et je lui dis alors... Parce qu'elle avait sorti les 3 enfants par la fenêtre quand même. Hein. Elle les a amenés dans la voiture et donc je lui fais raconter point par point ce qui s'est passé. Donc c'est lui qui s'est réveillé le premier, donc elle l'a sorti le premier, elle l'a amené dans la voiture. Elle est allée rechercher une autre qui est un peu plus grande, et puis il y en avait une de 8 mois, donc elle les a sortis comme ça un par un. Et je lui dis, quand tu étais seul dans la voiture comme ça, Lucas, à quoi tu pensais? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton petit cœur là? Le cœur est un peu plus haut, mais je me dis... Là. Et il me dit, j'avais peur que la foudre tombe sur la tête de maman. Et tous les enfants ont peur de la mort de leur mère. C'est ce qui les terrorise le plus. Et donc, c'est pas de l'eau qu'il a eu peur. Il a eu peur de la foudre sur la tête de sa mère. Parce qu'il y avait un orage, c'était épouvantable. Hein. Quand on a vécu cet orage, c'était assez impressionnant. Et donc, c'était pas de l'eau. Donc, elle avait elle-même eu peur de l'eau, et elle pensait que son enfant avait eu peur de l'eau aussi. C'était pas du tout de l'eau qu'il avait peur, c'était de la foudre. Et donc, on a fait un dessin en montrant que dans la ville, il y a des immeubles, etc. Donc, à la campagne, on a dessiné un arbre, on a dessiné une maison, on a dessiné quelqu'un en disant, là, la foudre peut tomber. Alors, peut-être qu'il ne voudra plus jamais aller à la campagne. Mais bon, on a expliqué que dans une ville, il y a des immeubles plus hauts, etc., que la foudre ne peut pas tomber sur la tête de maman. Alors, est-ce que tu es mieux comme ça? Oui. Tu vas pouvoir retourner dans ta maison? Vous voyez, quand on trouve la vraie, ce qui habite l'enfant, et pas ce qu'on pense qu'il habite, à ce moment-là, on a vraiment une relation pour de vrai avec lui, et pas... On imagine trop souvent que l'autre ou que notre enfant pense ça ou fait ça pour ça. On interprète au lieu d'écouter vraiment et de donner. Un enfant a besoin de temps, a besoin de disponibilité, de notre disponibilité pour pouvoir s'exprimer. Quelquefois, il est embrouillé aussi, donc je vais l'aider à débrouiller toutes ces émotions, toutes ces pensées. Je vais lui proposer, est-ce que c'est de ça que tu as eu peur ou est-ce que c'est d'autre chose? Je vais, vous voyez, l'accompagner dans l'expression, petit à petit. Mais vis-à-vis d'une crise comme ça, il va falloir que je trouve le moyen de lui faire dire, mais sans aller à la fourchette à escargot, hein, sinon... Mais il va falloir que je trouve le moyen, petit à petit, de comprendre ce qui était tellement insupportable pour lui sur le moment, quelle était la peur qu'il habitait, parce que c'est la peur, hein. Un caprice ou une crise, ce n'est pas de la colère, c'est de la peur. De quoi il a eu peur, cet enfant? Je ne sais pas. Tant que vous ne le savez pas, vous n'avez pas de solution. Donc ça demande vraiment d'écouter son enfant. Ça ouvre des perspectives? Alors, du coup, vous travaillez sur un prochain livre sur la violence à l'école. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous en parler un petit peu pour conclure? Je reviens l'année prochaine pour ça. Il sortira au mois d'avril, ce livre. Pour moi, l'enfant, quand on parle des violences à l'école, on parle des incidents violents entre enfants. Et pour moi, je pense que l'école elle-même est une école violente. C'est-à-dire que, imaginez-vous, face à une télévision, vous n'avez pas choisi le programme, vous avez de 8 à 9 la reproduction des petits pois, de 9 à 10 les tourments de Chimène,
De 10 à 11, le carré de l'hypoténuse. De 11h à midi, du sport. Vous allez manger à une cantine sans choisir et au milieu du bruit. De 2 à 3, vous avez en histoire, géo, je sais pas. De 3 à 4, vous avez autre chose. Ensuite, on vous achève avec le point de fuite, etc. Et pendant toute cette merveilleuse journée, si vous avez envie de faire pipi, on vous dit c'est pas le moment. Si vous parlez à votre voisin, on vous dit chut. Si vous, etc., on vous dit, si vous n'avez pas compris, si on vous dit qu'est-ce que je viens de dire, je sais pas. Oui, ben alors t'étais à l'heure, etc. S'il y a une humiliation, etc. Ça fait quand même beaucoup de violence. Je ne sais pas quel adulte le supporterait. Donc l'école elle-même, je n'accuse pas l'école. Parce que l'école est une merveilleuse chose qui donne une chance vraiment à tous les enfants de sortir quand même d'une possibilité d'ignorance. Donc je ne critique pas l'école, mais je montre comment l'institution peut être violente par sa nature même. Sans compter qu'il y a tout ce qui peut se passer avec des maîtres ou des professeurs qui peuvent ne pas être tout à fait à la hauteur, qui peuvent ne pas avoir la formation, pas par mauvaise volonté, mais quelquefois par trop de bonne volonté aussi de faire venir, vous voyez, de solliciter un enfant qui est fatigué ou quoi. Il y a aussi les parents qui quelquefois ont tellement d'ambition pour leurs enfants. L'école la société est pensée aujourd'hui en termes de compétition, en termes de réussite sociale, en termes il faut y arriver, et souvent il y a les bons et les mauvais à l'école. Et si je suis pas intellectuellement tout à fait au point, Howard Gardner a parlé des intelligences multiples, Edouard Bonneau aussi, etc. C'est-à-dire que comment on valorise cet enfant-là avec ces possibilités-là, et comment on pourrait sortir d'un système qui est l'obligation d'apprendre par un système on remplacerait par un système qui serait le plaisir d'apprendre. Donc, évidemment, c'est comme le rat de la borite. Si l'enfant est coincé dans des jugements, dans des humiliations, dans des impossibilités, dans des échecs, etc., ça devient une source de violence potentielle. Et justement, je crois, avec les événements tragiques qui se sont passés ces temps-ci, que dans un enfant et un adolescent qui est incapable de briller dans la réussite, dans la création, il va briller dans l'image inversée de la création, qui est la destruction. Voilà ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. D'accord. Voilà. Ben, merci à vous. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous rencontrer.